Janvier 2024. Le téléphone sonne chez des dizaines de milliers d'électeurs démocrates du New Hampshire. Ouais, un coup de fil assez surréaliste en fait. Totalement. Au bout du fil, la voix est indéniable. T'as le grain, le timbre, ce léger accent caractéristique du Delaware. Même les toutes petites hésitations habituelles, quoi. Tout y est. C'est Joe Biden. Enfin, ça en a tout l'air, oui. Voilà, ça en a l'air. Et le message qu'il délivre est hyper clair. Il demande aux gens de rester chez eux, de pas aller voter aux primaires et de garder leur énergie pour l'élection de novembre. C'est fou quand on y pense. Sauf que le seul problème dans cette scène, c'est que c'était pas lui. Pas du tout. Cet appel, c'était un pur produit de synthèse. Un truc généré par un programme informatique en quelques heures pour genre une poignée de dollars. Et ce simple coup de fil, au fond, c'est ce qui a marqué la fin d'une époque. Ah bah c'est exactement ça. C'est le vrai moment de bascule. On est passé vachement brutalement d'une ère où la manipulation de masse exigeait des moyens d'État. Deux services secrets, ce genre de truc. Ouais, des trucs hyper sophistiqués, à une ère où une simple connexion Wi-Fi suffit pour altérer la réalité politique. Et c'est précisément ce vertige qu'on va explorer aujourd'hui dans notre analyse. On plonge vraiment au cœur d'une enquête monumentale sortie en avril 2026 par Block News. Et le titre donne direct le ton. C'est « La réalité est morte C'est glaçant comme titre, mais tellement juste. ». Grave. Et c'est un dossier très lourd. C'est étayé par des données de l'UNESCO, du Turing Institute ou encore la firme eProve. Et notre objectif ici, c'est pas juste de faire le catalogue des fausses vidéos. Non, l'idée c'est d'aller plus loin. Voilà. On veut comprendre la mécanique pure. Comment la technologie a réussi à pirater nos sens, en fait. Comment on fabrique un mensonge parfait aujourd'hui. Et surtout, au-delà de la politique, comment ça détruit l'essence même de ce qu'on considère comme une preuve. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point la menace s'est accélérée. Vraiment, les chiffres rapportés par Block News, ils sont sidérants. En 2023, on recensait environ 500 000 contenus artificiels trompeurs en ligne. Ce qui était déjà énorme. C'était énorme, oui. Mais en 2025, donc seulement 2 ans plus tard, ce chiffre a percé le plafond des 8 millions. Wow! On parle d'une augmentation de 1500%, avec une croissance annuelle du volume qui tourne autour de 900%. En fait, c'est plus un épiphénomène technique qu'on observe de loin dans un labo, Ouais, c'est devenu notre quotidien, quoi. c'est une inondation structurelle de notre écosystème d'information. Bon, décortiquons ça parce que, attends, une augmentation de 1500% en 2 ans, c'est colossal. Et ça change complètement la donne. Avant, pirater une élection de cette façon, c'était un peu l'équivalent numérique de, je sais pas, braquer une banque. C'est une bonne image, ouais. Il fallait une équipe de spécialistes, des semaines de préparation, un budget énorme, et le risque de se faire choper était immense. Mais aujourd'hui, t'as l'impression que c'est devenu aussi facile que de commander une pizza sur son tel, quoi. C'est un peu ça, hein. Mais techniquement, biologiquement presque, comment on a pu faire un tel bond en avant? Parce que le mot même de deepfake, il est entré dans le dico il y a pas si longtemps, genre en 2018, non? Oui, 2018. Et là, on dirait déjà une antiquité, ce mot. Ah, mais le terme a super mal vieilli. En fait, la technologie qu'il désignait à la base a complètement muté. En 2018, quand on parlait de deepfake, on parlait d'une technologie bien précise, les GAN. Les fameux réseaux antagonistes génératifs, c'est ça. Exactement. Le principe, c'était un duel informatique. Tu avais une première intelligence artificielle, le faussaire, qui tentait de fabriquer un visage, et une seconde IA, le détective, qui essayait de repérer les défauts. Et elles s'entraînaient l'une contre l'autre. Ok, je vois. Mais fondamentalement, ça restait une technique de collage. On prenait le visage d'un politicien et on le collait sur les mouvements d'un autre corps. Ah ouais, ce qui explique pourquoi à l'époque on arrivait quand même à cramer le truc. Je me rappelle de ces vidéos où la peau avait une texture super chelou, Oui, ou les contours de la mâchoire qui bavaient un peu, ouais. grave. Ou le gars qui clignait jamais des yeux de façon naturelle. Absolument. C'était du bricolage numérique très poussé, mais ça restait du bricolage, quoi. Le cerveau humain captait encore l'anomalie. Mais ce que décrit l'enquête de Block News en 2026, avec l'arrivée des modèles comme Sora 2 d'OpenAI ou VO3 de Google, c'est un changement de paradigme. C'est plus du collage du coup. Plus du tout. Le logiciel génère chaque pixel à partir de zéro. Il intègre une compréhension stupéfiante des lois de la physique, de la gravité, de la réflexion de la lumière. C'est dingue. Le professeur Siwei Liu, qui dirige le labo de criminalistique des médias à l'université de Buffalo, il a une formule très juste pour ça. Il dit qu'on a officiellement franchi le seuil d'indiscernabilité. Le seuil d'indiscernabilité. Donc en gros, il y a littéralement plus aucun signal d'alarme pour le nu. C'est fini.
C'est fini. 60 secondes d'audio pour cloner quelqu'un. Ouais, 60 secondes, c'est largement suffisant. Et le pire, c'est que le logiciel se contente pas de cloner la fréquence de la voix. Il cartographie vraiment la façon dont tu respires, ton rythme d'élocution, tes micro-pauses, les petits tics de langage. Voilà. Et il peut même injecter des nuances émotionnelles dedans, genre la colère, la tristesse, l'urgence. C'est comme si on avait donné la puissance d'un studio d'effets spéciaux d'Hollywood, le genre de machine qui peut rajeunir un acteur sur grand écran à n'importe qui avec une connexion Wi-Fi et 10 minutes devant lui. C'est exactement ça. Mais attends, quand on dit que c'est accessible, est-ce que c'est vraiment gratuit et à la portée de tout le monde? Faut quand même savoir coder un minimum, non? Bah, plus du tout. C'est là qu'intervient Ben Coleman, le directeur de Reality Defender. C'est une boîte qui essaye de détecter ces faux. Et il est catégorique. La barrière technique est à zéro. 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 Ces équipes ont recensé plus de 100 000 outils de génération synthétique accessibles via une simple recherche Google, quoi. Et la plupart ont des interfaces aussi intuitives que Word. Tu tapes ce que tu veux voir ou entendre et la machine te le sort. C'est hallucinant. Donc, que tu sois un agent secret russe ou juste un militant politique dans sa chambre, t'as accès au même arsenal. Si nous relions cela à une perspective plus large... non, attends, je reprends tes mots. Mais si l'arsenal est ouvert à tous et que la technique est parfaite, comment ça se matérialise sur le terrain en vrai? Ah bah, si nous relions cela à une perspective plus large, en effet, faut regarder les tactiques. Les opérateurs ont vachement affiné leur méthode. Et le rapport dresse une vraie taxonomie du faux, avec des exemples super neutres qui touchent tous les bords politiques. Ouais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on lit les exemples, on voit une ingéniosité super machiavélique. On peut faire un petit tour du monde de ces tactiques. Bien sûr. Prenons la Slovaquie, fin 2023. Là, l'enjeu, c'était vraiment la maîtrise du temps électoral. Un faux audio fuite sur les réseaux impliquant Mikhail Shimeka, un candidat majeur. On l'entend soi-disant discuter d'un plan pour acheter des voix. Un classique du coup, monté. Oui, mais l'arme fatale, c'était le moment de la diffusion. Ils l'ont sorti quelques heures à peine avant l'ouverture des votes, pendant la période stricte de silence électoral. Ah ouais, la fameuse période où les médias ont plus le droit de parler de politique. C'est super venimeux comme manœuvre. La cible a matériellement pas le temps ni le droit d'organiser une conférence de presse pour se défendre. Exactement. Le poison agit le jour du vote, sans antidote. Incroyable. Et l'enquête parle aussi de la Turquie en 2023. Oui, là, c'est la tactique de la compromission totale. Le candidat Muharrem İnce a dû carrément se retirer de la présidentielle à cause d'une fausse sextape hyper réaliste. Impossible de dissiper le nuage de scandale à temps. Et dans la même campagne, le camp d'Erdogan a balancé un deepfake associant son rival à des terroristes, c'est ça? C'est ça. D'un côté, on attaque la moralité, de l'autre, on joue sur la peur sécuritaire. Et il y a le cas du Brésil en 2022 qui n'a scotché. Parce que là, ils s'en sont pas pris à un politicien. Ils ont cloné l'autorité médiatique elle-même. Ils ont fait un faux JT du Journal National, l'émission la plus respectée là-bas. Ouais, une usurpation médiatique complète. T'avais les faux présentateurs qui annonçaient des faux sondages pour inverser la dynamique. Et le pire, c'est que ça a été balancé massivement sur WhatsApp. Et WhatsApp, c'est pas un hasard, c'est fondamental dans leur stratégie. C'est un réseau fermé, crypté. Sur une plateforme publique, un algorithme peut repérer et bloquer une vidéo suspecte. Mais pas sur WhatsApp. Bah non, il n'y a aucune modération centrale. Quand tu reçois la vidéo, c'est de ton cousin ou de ton pote, donc elle a direct un saut de confiance. Ça craint. Et il y a eu cette histoire aux Pays-Bas aussi en octobre 2025. Des candidats du PVV qui généraient eux-mêmes des fausses images de leurs adversaires politiques en train de se faire menotter par la police. Le politicien devient son propre studio de production, quoi. C'est fou, ouais. Mais tu sais, la stratégie la plus perverse du lot, c'est sans doute ce qui s'est passé en Irlande, fin 2025. Une vidéo parfaite a circulé, montrant une candidate en train d'annoncer, l'air super grave, qu'elle se retirait de la campagne. Mais pourquoi faire ça? Je veux dire, quel est l'intérêt de fabriquer une fausse annonce de retrait plutôt que de sortir un énorme scandale pour la détruire frontalement? Ça a l'air presque trop doux comme attaque. Ah mais pas du tout. C'est de l'épuisement pur. Si tu attaques un candidat frontalement, parfois, ça mobilise sa base, tu vois? Mais ça crée un élan de solidarité. Ah ouais, l'effet boomerang. Voilà. Mais si tu annonces son retrait, tu sèmes juste la panique. Les donateurs coupent les vivres, les bénévoles rentrent chez eux. Et surtout, tu obliges cette candidate à passer ses journées à hurler sur tous les plateaux TF. Mais non, je suis toujours là. Ah, je vois. Elle passe son temps de parole à justifier qu'elle existe encore, au lieu de parler de son programme. Exactement. Son vrai message politique est complètement noyé.
C'est machiavélique. C'est brillant et complètement terrifiant. Mais du coup, cette idée d'épuisement politique, ça me fait penser à l'épuisement cognitif de l'audience. Quand on lit tout ça, on se demande forcément pourquoi on tombe si facilement dans le panneau. C'est la grande question. Bah oui, on sait que la technologie existe. Pourquoi notre cerveau rationalise pas le truc avant de cliquer sur partager? La réponse, elle est dans notre biologie évolutive. L'étude d'e-proof de 2025 est super cruelle là-dessus. Sur des milliers de tests en aveugle, le taux de réussite global des humains pour repérer le vrai du faux n'est que de 0,1%. Attends. Pause. 0,1%. Et si on prend uniquement les vidéos haute qualité, les trucs récents? Ah bah, pour les vidéos haute qualité, le taux de détection correct tombe à 24,5%. Mais 24,5%, ça veut dire que c'est moins bien que le hasard. Si je jette une pièce en l'air, j'ai 50% de chance d'avoir lustre. Notre cerveau est 2 fois moins performant qu'une pièce de monnaie. Oui, on est pire que le hasard face à ces vidéos. Et sur les audios courts, le taux d'erreur, c'est 80%. C'est ouf. En fait, pendant des millénaires, l'évolution a câblé notre cerveau pour croire ce qu'il voit et entend. C'était vital pour survivre. Notre cortex visuel n'a pas eu le temps de s'adapter en 5 ans au fait qu'un visage réaliste puisse être une simple équation mathématique. C'est clair qu'on n'est pas des machines. Et le pire, c'est que l'étude montre que 60% des gens se disaient hyper confiants dans leur capacité à détecter un deepfake. La fameuse surconfiance. Le paradoxe de la confiance, ouais. Les gens qui se croient immunisés baissent leur garde. Ils voient une vidéo qui valide leurs opinions politiques, le cerveau valide la qualité visuelle, et hop, ils partagent. Mais attends, on pourrait se dire que face à une vidéo hyper choquante d'un politicien, reçue à minuit sur Telegram, le bon sens prendrait le dessus, non? On devrait chercher à vérifier, quoi. Sauf que les manipulateurs connaissent nos failles. Ils balancent pas ça un mardi après-midi tranquille. Ils visent les fenêtres de vulnérabilité. C'est-à-dire? Les dernières 48 heures d'une campagne tendue ou le soir du vote quand tout le monde est stressé ou euphorique. L'urgence émotionnelle court-circuite le cortex préfrontal, la zone de la logique. L'émotion prend toute la place. Waouh! Ce qui nous amène à un concept, le concept le plus vertigineux du rapport de l'UNESCO, je trouve. Cela soulève une question importante, en effet. Ouais, si nos sens nous lâchent, si la frontière entre vrai et faux disparaît, qu'est-ce qui se passe quand on regarde un truc qui est vraiment authentique? C'est le cœur du problème aujourd'hui. L'UNESCO appelle ça le liar's dividend, le dividende du menteur. Le vrai danger d'une société bourrée de deepfakes, c'est pas juste qu'on croit au mensonge, c'est que la réalité elle-même devient suspecte. C'est fou. Dès que le public sait qu'une vidéo peut être fausse, la notion même de preuve par l'image s'effondre. Et les politiques ont très bien capté le truc. L'exemple de Zelensky en 2022 est marquant. T'avais cette fausse vidéo où il disait à ses troupes de se rendre. Bon, c'était un deepfake assez nul à l'époque, démenti super vite, Oui, très vite. mais ça a ouvert une boîte de Pandore. Parce qu'aujourd'hui, si un élu se fait vraiment filmer en train de prendre un pot de vin, il a une excuse toute prête. Il dit juste « c'est un deepfake de mes opposants ». C'est l'inversion de la charge de la preuve, en fait. C'est plus à l'élu de prouver qu'il est innocent, c'est au journaliste de prouver que la vraie vidéo est vraie. Ce qui prend un temps fou. Et pendant ce temps, le doute s'installe. C'est comme un virus informatique qui n'efface pas tes fichiers, mais qui te convainc que ton antivirus te ment. À la fin, ton ordi marche, mais tu crois plus en rien. L'expo au deepfake crée un scepticisme toxique généralisé. C'est exactement ça. Mais du coup, face à ce chaos, que font les autorités, quoi? Y a pas une loi ou un bouton rouge pour bloquer tout ça? Alors en 2026, la réponse légale est un peu morcelée. L'Europe a pondu son AI Act, avec des amendes balèzes, jusqu'à 6% du chiffre d'affaires, et l'obligation de mettre des filigranes sur les IA. Plutôt pas mal sur le papier. Sauf qu'un filigrane, un bon développeur le fait sauter en quelques minutes. Et puis, un hacker basé dans un pays hostile, l'amende européenne, il s'en tape. Et aux États-Unis ou chez nous, en France, ça donne quoi? Aux États-Unis, le Take It Down Act de 2025 protège bien contre les deepfakes sexuels, mais le politique est passé à la trappe. Liberté d'expression oblige. En France, on s'appuie beaucoup sur le consentement à l'image et le droit à la parodie. Bref, sur la désinformation politique pure, le flou est total. Bon, donc la loi est à la ramasse. Mais la technique, on peut pas juste coder de meilleurs détecteurs? Les sources disent que le marché de la détection pèsera 15,7 milliards de dollars cette année. C'est une vraie course aux armements, mais elle est perdue d'avance. L'étude de KeepNet Labs en 2026 est brutale. En labo, les détecteurs marchent bien, mais mêlés sur Internet, face à une vidéo compressée 10 fois par WhatsApp, recolorisée sur TikTok, Et là, l'efficacité s'effondre entre 45 et 50%. alors,
Qu'est-ce que tout cela signifie? On investit des milliards dans des boucliers numériques, mais l'épée en face s'aiguise toute seule et gratuitement. C'est ça. Le détecteur doit apprendre du passé pendant que l'IA invente de nouvelles méthodes de fraude tous les jours. C'est structurel. La tech seule ne nous sauvera pas. Pourtant, au milieu de ce tableau hyper sombre, il y a une nuance très intéressante apportée par Recorded Future dans le rapport. Toute cette panique sur les IA ultra parfaites cache parfois un truc beaucoup plus basique, les sheepfakes. Ah oui, c'est super important de le rappeler. L'hypertechnologie, c'est bien beau, mais parfois une vraie photo recadrée pour cacher le contexte, ça fait autant de dégâts. Ou une vidéo ralentie pour faire croire qu'un mec est bourré. Exactement. Si ça flatte l'indignation des gens au bon moment, ça marche pareil. L'IA accélère les choses, mais le vrai moteur, c'est nos biais de confirmation. Faut quand même parler d'espoir parce que la Fondation Mozilla et l'UNESCO montrent que les programmes d'inoculation fonctionnent bien. L'inoculation, ouais. L'idée, c'est de pas juste interdire, mais d'éduquer. On montre aux gens comment on fabrique un clone vocal, comment on marche le tour de magie, et apparemment, le cerveau crée des anticorps cognitifs et devient plus résistant. C'est notre meilleur antidote, vraiment. Créer un réflexe de vérification sans tomber dans la paranoïa. Mais ça prend du temps. Éduquer une population, c'est le travail d'une génération. Or, le cycle politique, c'est des semaines, des mois. On est en décalage. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette exploration. La techno fonce à 100 à l'heure, la loi est bloquée aux frontières, et notre cerveau plante 3 fois sur 4 face au faux. Le vrai défi pour nous dans les années à venir, ce ne sera pas d'inventer une super IA pour fact-checker Internet. Le vrai défi vertigineux, ça va être de réussir à reconstruire, entre humains, un accord social fondamental sur ce qu'est une preuve valide. Parce que si on n'arrive plus à s'entendre là-dessus, c'est toute la base de la discussion démocratique qui s'évapore. Un sacré chantier en perspective.